Lorsque l'on travaille à la télévision, les contraintes techniques sont nombreuses. Et finalement, l'improvisation sied mal à ce média. Alors pour parer à toute éventualité, on fait des répétitions, surtout lorsqu'il s'agit de présenter un objet en plateau et de le faire fonctionner à une heure précise. Or, il arrive que cet objet refuse obstinément de fonctionner à l'heure H, alors que ça marchait parfaitement pendant la répétition tout à l'heure. On appelle cela l'effet Bonaldi, une théorie pseudo-scientifique et surtout très médiatique qui fait référence aux déboires récurrents de Jérôme Bonaldi à chaque démonstration nouvelle sur un plateau de télévision. Un traumatisme pour nombre d'animateurs télé. J'ai donc voulu en savoir plus sur l'auteur de cette théorie, Jérôme Bonaldi. Bonjour. Bonjour. Ça vous fait rire, mais c'est vrai que ça vous poursuit. Ça vous poursuit, l'effet Bonaldi, le syndrome Bonaldi. Je vous jure que je ne le fais pas exprès. Ben voilà, il paraît. Alors, non, on vraiment, explique. toutes les équipes techniques de toutes les télés dans lesquelles j'ai travaillé sont témoins. On le fait 1, 2, 3 répètes, 5 répètes. Et ils ont vu que ça marchait. Révolutionnaire marche très bien. Voilà. Et paf, c'est le direct, ça marche plus. Voilà. Alors, vraiment, l'apogée, ça a été avec ces fameux aspirateurs. Qui a fait, enfin, croyait-on à l'époque, c'était sur le plateau de Nulle part ailleurs, au tout début, je montre l'aspirateur, il est là, il est très silencieux, j'appuie sur le bouton et à ce moment-là, le noir complet. Mais le noir complet, comme il y avait un gros plan, on avait répété, j'appuie sur le bouton, j'appuie, tac, plus rien. Tous les plombs sont... Alors les téléspectateurs à la télé, c'était la neige. Étaient persuadés que c'était de ma faute, alors qu'en fait c'était une panne importante qui n'était pas seulement sur le plateau, mais tout l'immeuble et tout le quartier était touché. Une grosse panne d'un seul coup. Bon, le hasard. Alors ce qui est très drôle, le hasard fait mal les choses. Non, le hasard fait très bien les choses parce que cette série, c'était pas à chaque fois, mais c'était quand même récurrent. Quand vous présentez des objets, vous les spécialistes des nouvelles technologies, des objets, des gadgets aussi utiles ou inutiles. Voilà, c'est un succès. On peut se dire, oh là là, le pauvre, il a vraiment pas de chance. Oui. Mais ces insuccès ont forgé finalement, ont donné une identité à votre chronique aussi, ont forgé une réputation. Mais je vais, puisqu'on est dans une émission, on a le temps, oui. Juste les 2 phrases que vous venez de donner sont des formidables bases de réflexion. La première, c'est, si ça foire, c'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal. En gros, je suis damné. Ça veut dire que donc le diable existe. Ouh là là, mais si le diable existe, ça veut dire que Dieu existe. Vous vous rendez compte? Comment se fait-il que chaque fois que machine à café au boulot, on met 1 euro, tout le monde met 1 euro, tout le monde a un gobelet qui tombe et le café qui tombe dedans. Moi j'arrive, je mets 1 euro, et bien le gobelet tombe pas. Et donc je vois le café qui coule directement en dessous. Pourquoi? Dieu, tu m'en... On se prend à dire ça. Est-ce que Dieu se cache dans les machines à café et le diable derrière? C'est d'un seul coup, on se dit, tiens, attention, on commence à avoir des choses... Non, en fait, les objets sont bêtes et méchants. Et qu'en fait, on se rend compte derrière, on peut faire à la fois un peu de métaphysique et à la fois un peu de mathématiques, c'est que le chaos est à nos portes. Le bordel, le stochastique, le hasard, l'imprévisible est à nos portes tout le temps. Et en maths... moi j'ai fait des études de maths à un moment. C'est les probas, ça, non? C'est plus que les probas. On est vraiment dans la théorie des catastrophes. En gros, on s'est arrangé pour bâtir des mathématiques. Les mathématiques, c'est un outil. On s'est arrangé pour que 2 plus 2 égale 4. Parce que c'est pratique pour nous. Mais vous prenez même sur une simple calculette x moins 1 au carré, et vous faites ça plusieurs fois, ça devient, restons polis, bordélique. Ça devient imprévisible. Et donc le rapport avec ce que qui vous suit. Le rapport avec ça, c'est que les objets, en fait, c'est miraculeux qu'ils marchent. Merde, miraculeux. Oh, j'ai encore fait un terme. Vous voyez, oui. Ça nous pend au nez tout le temps. On met du Dieu partout alors qu'il est peut-être pas là. Donc c'est quand quelque chose marche, c'est génial. Bravo. La vie est belle. Quand ça marche pas, c'est normal que ça marche pas. Voilà ma philosophie de la vie. Vous renversez finalement le quotidien. D'accord. Il y a des choses imprévisibles. C'est ça qui est extraordinaire. Et on peut prévoir qu'elles sont imprévisibles. Ah, c'est génial. Formidable. Il y a les mathématiques, par exemple, très compliquées, avec des ordinateurs super compliqués. Vous prenez une rivière, vous mettez le pilier, un pilier de pont. Quelle va être la trajectoire de la flotte qui est derrière? La turbulence. Les turbulences, on sait qu'on ne sait pas. Et on sait qu'on ne saura jamais. C'est un peu comme la météo. C'est la théorie de l'aile de papillon.
C'est pour ça, c'est ça qui vous intéresse dans le fait de présenter, parce que vous avez bâti toute votre carrière d'animateur télé, de journaliste télé. Il y a une carrière avant, on va en parler, mais sur les objets, sur nous faire découvrir à nous des objets nouveaux, etc. C'est ce qui vous intéresse, c'est d'expliquer le pourquoi du comment. Oui, en fait. C'est quoi l'intérêt? Pour Jérôme Bonaldi, pour nous, on le voit bien. Pour moi, personnellement, c'est comme les histoires drôles. Il y a deux fois le plaisir. Vous me racontez une histoire drôle, c'est rigolo. J'ai le plaisir, et j'ai le plaisir à la raconter après. Donc c'est un peu comme les profs, j'ai plaisir à comprendre, et j'ai plaisir à restituer. J'ai plaisir à comprendre, tiens, l'objet il est marrant, c'est vrai que c'est pas con ce truc-là, pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Et puis derrière, le plaisir de raconter. Regardez, c'est nouveau, ça vient de sortir, j'ai piqué dessus, ça fait poète-poète. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, alors ça c'est beaucoup plus marketing, je vais vous le faire méchamment, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il faut parler aux gens d'eux. Et pour parler aux gens d'eux, la façon la plus élégante, la plus facile, la plus drôle, la plus ludique, la plus inhabituelle, c'est de leur dire qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils voudraient manger, qu'est-ce qu'ils rêvent, quels sont leurs fantasmes, pourquoi la couleur bleue marche, pourquoi dans les pubs il y a ça, pourquoi on met plus de blonde que de brune ou plus de brune que de blonde, pourquoi est-ce que les voitures elles sont de cette forme-là. Et en racontant les objets, on raconte derrière les gens, on fait de la sociologie, on fait de la technologie, on fait de la politique, on fait de l'ergonomie, on fait de l'ethnologie. On raconte aux gens, sans faire de la sociologie, sans faire de l'ethnologie, on raconte des histoires aux gens et on leur raconte eux-mêmes, ou comment sont les autres, ou tiens, les vieux ils sont comme ça, ou les jeunes ils sont comme ça, ou bien les... C'est intéressant ce que vous dites, parce que derrière le côté qui peut paraître un peu superficiel du fait de présenter, c'est pas toujours hyper utile ce que vous présentez, des fois c'est drôle et on se dit que ce que je pourrais en faire, et ça on va y revenir, coûter cher, on va en reparler. Finalement, mais on le garde en mémoire. Hein, vous mettez, promis. Ça fait 2 fois que vous me dites gadget inutile. Non, Pardon. Non, mais pas tout le temps, mais des fois, oui, parfois oui. Et vous mettez tout un tas de choses derrière, plus profondes finalement. C'est pas superficiel pour vous de présenter un aspirateur ou que sais-je. Ah non, c'est dans une volonté politique délibérée, dans une avancée, je veux raconter quelque chose. Si je vous dis, je vais faire une émission à vous ou bien à un patron de télévision sur les sciences et les technologies, en particulier, je voudrais qu'on parle de la puce RFID. RFID. Le patron, il dit, ah non, la ménagère de moins de 50 ans, elle va jamais comprendre. Elle a toujours bon dos, oui. Voilà. Eh bien, moi, j'attends, et dès qu'il y en a une utilisation grand public de la puce RFID, je le prends. Et donc, je regarde, je dis, regardez, c'est un jouet qui est bientôt en vente. Par le biais ludique. Vous prenez le truc, ça fait poète-poète. Et ben, vous savez comment ça marche? Voilà. Il y a encore des télés qui acceptent de ne pas me couper au moment où je raconte. Mais vous savez comment ça marche? Et ben parce que dedans il y a une petite pile. C'est comme la puce Navigo que vous avez dans votre nouvelle carte orange, ou bien comme la puce de Vélib si vous êtes parisien, ou bien Corrigo, vous savez, le truc sans contact là. On fait également avec le ski. C'est ça la puce RFID et ça sert à etc. Et j'ai raconté mine de rien la puce RFID. Je pense vous avez intéressé, alors que le patron de presse ou la ménagère de moins de 50 ans, a priori, si j'avais commencé par aujourd'hui, bonjour, les puces radiofréquences. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez tendance à parler vite, parce que très souvent, on va me couper, non mais très souvent, on cherche à... Vous êtes obligé de faire cet exercice où vous êtes obligé d'en dire un maximum en très peu de temps, pour pas être casse-pied, pour pas plomber l'émission, pour pas... Je vous revois notamment chez Laurent Ruquier sur France 2, où vous faites vite, et on sent que vous... il a peur d'être coupé de ça, parce que vous voulez amener quand même cette petite compréhension. Parce qu'il y avait un autre challenge aussi, dans ces émissions dites grand public sur le service dit public, c'est que je savais qu'on allait me couper. C'est-à-dire que je faisais la première partie, regardez, j'appuie dessus, ça fait poète-poète, et vous savez comment ça marche? Et là j'ai été coupé au montage. Donc c'est pour ça que je m'arrangeais pour dire comment ça marche avant d'appuyer sur poète-poète, parce que comme ça on ne pouvait pas me couper avant. Montrez-nous l'objet que vous nous avez amené, Jérôme Bonaldi, puis après on parlera des gadgets inutiles. J'ai l'honneur de vous présenter The Doing Nothing Machine. Le je ne fais rien, la machine qui ne fait rien. La machine à ne rien faire. À ne rien faire. La machine qui ne sert à rien. C'est, voilà, on tourne. C'est en bois, donc il n'y a quasiment pas de technologie. C'est un carré en bois, voilà. Voilà, on tourne. Une manivelle en bois. Ça sert rigoureusement à rien. Et c'est beau. Mais c'est rigoureusement joli. Non mais c'est voilà. Ouais, voilà. Vous avez lu le portrait de Dorian Gray. Oui. Il dit au début, tout art est complètement inutile. Je trouve que ça, c'est totalement inutile. Comme le geste est assez beau, le bois est assez joli, il n'y a pas de technologie derrière, on est proche d'un truc artistique, je pense que c'est de l'art. Je peux en profiter pour régler votre compte sur les gadgets inutiles? Allez-y, allez-y. Il y a 20 ans... C'est un peu stressant votre truc au bout d'un moment quand même. Hein. Ça tourne là? Essayez, vous verrez. Non, mais faites-le comme ça. Moi je le fais tourner, vous me racontez les gadgets inutiles. Faites gaffe, hein, on atteint la sagesse avec ça. Ah oui. Ah oui, oui. Je suis un peu jeune pour ça. Attendez, je vais vous expliquer. C'est pas un truc à rien faire. C'est un truc à faire rien.
Il faut oui, on fait rien. C'est-à-dire, c'est un productivisme pour aboutir à rien. Voilà, j'ai bien compris. On n'est pas là en train de se tourner les pouces. On fait quelque chose et on fait rien. On est totalement concentré sur une action qui est produire du rien. C'est de l'anti-productivisme, mais très efficace. Attendez, je vais produire du rien et on parle des gadgets inutiles alors. Il y a 20 ans, je présente à l'antenne de Canal+ à l'époque un essuie-glace intermittent sur les voitures. Vous savez, ça fait plus vite, moins vite, et puis de temps en temps, ça bouge un petit peu. Ou bien lève-glace électrique. Ou bien encore, toujours dans la voiture, la fermeture centralisée des portes. Je ferme la porte avant passager. Vous voulez dire avant que ce soit dans toutes les voitures? C'était gadget à l'époque. Tout le monde disait c'était gadget. Il y a 25 ans, c'était le téléphone mobile. Gadget, inutile. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à être très humble avec les objets. Parce que qu'est-ce qui est inutile? On peut très bien vivre sans Banania. Banania est inutile. Oui. On peut très bien éviter de citer des marques à la télévision, ce serait bien. On peut très bien vivre sans poésie. On peut très bien vivre sans musique. Il y a des gens qui vivent très bien. Ça, je suis moins sûre, oui. Eh bien, il y a des, c'est inutile la poésie. C'est inutile la musique. L'art, c'est inutile. La rêverie, c'est inutile. On peut très bien vivre sans tout ça. Donc, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est inutile? Soyons humbles. Et on donne le droit aux gens d'avoir, et en particulier, par exemple, on donne aux adultes le droit d'avoir des jouets. Les jouets sont inutiles. Les jouets pour les adultes sont inutiles. Les jouets pour les adultes, ça s'appelle des gadgets. On a le droit d'avoir des trucs qui servent à rien, entre guillemets. Une fonction de défoulement, une fonction d'amusement, une fonction bien, donc, tous les gadgets lâcher prise. Voilà, donc les gadgets ne sont pas inutiles. Si vous n'aimez pas... Ça vous énerve, hein, il y a comme d'un seul coup, oui, parce vous que mettez en rogne. derrière, je revendique le droit à une certaine poésie, y compris dans les objets. Je revendique le droit, moi, adulte, majeur et vacciné, libéré de mes obligations militaires, d'acheter des choses dites inutiles, de la poésie ou un jouet. De la musique ou bien un truc bidule machin. Je sais que c'est trop cher. Et alors, il y a des femmes qui achètent des sacs et des jeans qui valent, elles le savent, beaucoup trop cher. Je suis majeur, adulte et vacciné. Je revendique ce droit à jouer. On est en pleine société de consommation. Attendez, ceux qui n'aiment pas les gadgets, c'est ceux qui n'aiment pas les jouets. Moi, je dis que ceux qui n'aiment pas les gadgets, c'est ceux qui n'aiment pas les gens. Oula, ça va loin, votre théorie. Oui. C'est des gens qui sont carrés, il faut pas, hop. On sort pas du truc. On fait pas de conneries, on fait pas de bêtises, on fait pas d'imbécilité. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Jérôme Bonaldi, vous pouvez pas résumer ça, vous pouvez pas synthétiser les gens comme ça, tout ça parce qu'ils aiment pas les gadgets, ils aiment peut-être se promener dans la nature, ils aiment peut-être faire rêver différemment, s'évader différemment. Je dis que ceux qui condamnent les gadgets, pardon. Ceux qui condamnent les gadgets, c'est bizarre, c'est des gens qui condamnent le droit des adultes à être léger. À être léger. À être léger, d'accord. Qu'est-ce que c'est bien d'être léger. Vous êtes passionné par la publicité. Oui. Aussi, c'est un univers finalement assez proche. La publicité nous vend des objets, des concepts, des théories. Et vous baignez finalement dans tout cet univers de consommation, de communication. Vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça ? Oui. La pub, pour deux raisons. La première, c'est que personne n'en parlait parce que c'était un truc maudit, ou la propagande, le commerce, c'est pas bien, etc. Et donc, moi, ça me paraissait plutôt bien parce que, plus, c'est très, très grand public. La pub, c'est un mensonge qui dit la vérité. Elle peut pas mentir. Un homme politique peut dire n'importe quoi. La pub, jamais. C'est trop grave. Si jamais on dit que c'est bon pour la santé et que c'est pas bon pour la santé, la marque, elle est morte. Oui, et c'est beaucoup plus grave que de... plein de mensonges dans la publicité. Cette lessive lave plus blanc que blanc, et puis au final, oui, mais vous savez linge, il est pas plus blanc. Mais vous êtes majeur, vacciné, et vous savez très bien que c'est pas vrai. Passez ça encore sous notre responsabilité. Mais non, mais évidemment, quand il y a 50 ans, Peck disait je gagne au tennis, on sait bien que c'est pas parce que j'utilise Peck que je gagne au tennis. Enfin, le téléspectateur, il le sait. En revanche, juste à 8h moins 5, on dit la vérité. Elle structure la société, la pub. En plus, elle me parle à moi, elle n'a pas le droit de se tromper, elle coûte tellement cher à diffuser que les types, ils perdent pas de temps. Donc, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. La pub me parle. Comment est-ce qu'elle me parle? Pourquoi est-ce qu'elle me dit comme ça? Pourquoi après le 11 septembre, il n'y a plus une seule pub avec des immeubles? Pourquoi les voitures, on en parle comme ça? Tiens, est-ce que le langage sur le liquide vaisselle a changé? Ben oui. Montre-moi ta pub, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta pub, elle est témoin de son époque. Les relations garçon-fille, homme-femme au foyer ou les enfants, la pub, elle est typique et caractéristique. Enfin, la mère Denis, elle était d'une époque. Et donc, les sociologues ou les historiens pourraient s'intéresser à la pub parce qu'elle nous raconte, nous. Elle nous raconte en creux. Et je trouve intéressant de parler des gens. Vraiment très, très intéressant. Vous êtes très name dropping, comme on dit. C'est-à-dire donner des noms précis, de marques, de gens, etc. Et pourquoi? Attendez. C'est très dans l'air du temps, ça. Ah non, c'est dans l'air de mon temps depuis 1984. Moi, avant d'aller... Donc vous êtes un précurseur, alors?
J'ai une revanche à prendre. Je m'explique. J'ai travaillé longtemps à France Inter, 9 ans. 1976, Ouais. 1984. Voilà. Et en fait, j'avais commencé comme stagiaire bien avant. Enfin bon. J'ai travaillé longtemps à France Inter, on n'a pas le droit de citer les marques. Interdit, absolument interdit. Mais n'importe quelle marque. Hein. Je me rappelle, stagiaire, on va faire un sujet sur le Beaujolais nouveau, j'avais reçu une lettre en disant on n'avait pas le droit de parler du Beaujolais. Tu vois. Et donc, moi, ce que je disais à l'époque, c'est ma culture, c'est certes Malraux, Sartre, Victor Hugo, Rabelais, Racine, Molière. Mais ma culture, c'est aussi la baguette de pain, le béret basque, l'eau d'évian, le Solex et le chocolat poulain. Une culture de consommation. Ben oui, mais... Non, mais on est tous pareils. On est tous pareils. On est tous baignés dans cet le béret univers. basque, il n'a pas de marque. La baguette, elle n'a pas de marque encore. Mais c'est une identité, malgré tout. Voilà, mais enfin, le Solex, ça fait partie de notre culture. Enfin, Oui, complètement. On est d'accord. Enfin, alors, on a le droit de parler de Malraux, mais on n'a pas le droit de parler de Solex. On a le droit de parler de la ville d'Évian, on n'a pas le droit de parler de l'eau d'Évian. Il faut dire l'eau minérale. Donc, quand je suis arrivé à Canal+, profitant du vide juridique et du flou artistique qu'il y avait autour, moi j'ai cité les marques. Mais alors le fait, on dit il est vendu à la pub. Non, c'est parce que je suis libre. C'est parce que je suis libre que je cite toutes les marques. Elles me viennent naturellement. J'en ai marre de me censurer. Et donc, je n'ai pas fait exprès, je ne suis pas payé par la marque en question pour la citer. Mais elle me vient naturellement. Voilà. Vous entendez? C'est du silence. Une minute de silence, à qui ou à quoi la consacreriez-vous? À moi? Non, une minute, on vous dit, voilà, on va consacrer une minute de silence. Vous savez, comme on fait des fois à la suite d'attentats ou de cimetières, machin, on consacre une minute de silence. À qui ou à quoi la consacreriez-vous, une minute de silence? On ne va pas la faire, Jérôme Bonaldi. Mais vous le savez. Je le sais. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Chers auditeurs, on en a parlé tout à l'heure au maquillage. Ah, dans la loge. Oui, loge. Ça y est, je commence à avoir une idée assez précise de la chose. À tous les cocus de l'histoire, à tous les oubliés, aux Arméniens de l'affiche rouge. On va peut-être expliquer les Arméniens de l'affiche rouge, Aragon. Vous n'aviez demandé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas le front des partisans. C'est des Arméniens qui, pendant la France occupée, ont été résistants, arrêtés par la Gestapo et fusillés au Mont-Valérien. Et la Gestapo, pour faire de la propagande, avait fait des affiches, l'affiche rouge, c'était imprimé en rouge, avec leur gueule, ils étaient barbuts, hirsutes, menaçants. Et parce qu'à prononcer leur nom est difficile, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Ça, c'est le poème d'Aragon ensuite. Et donc, vous voyez, c'est quoi les résistants? C'est les terroristes, arméniens en plus. C'est-à-dire vous voyez, le genre que Hortefeux n'aime pas, quoi. Et donc, tous ces gens-là, la minute de silence, c'est pour ces oubliés. C'est pour le républicain qui, fuyant le franquisme, se fait enfermer en France par les gendarmes dans un camp de concentration au Mille. C'est le type qui fuit l'Allemagne nazie et qui se fait livrer par les gendarmes français. Pourquoi cet intérêt pour ces gens-là d'un seul coup? Qu'est-ce qui fait que je vous parle d'une minute de silence et vous basculez dans l'histoire? Ça vient d'où? Vous avez été touché récemment? Vous avez lu un livre, vu un documentaire à la télé, que sais-je? Non, mais on rencontre par hasard, quelquefois, des gens comme ça. Oui, j'ai vu il y a peu de temps un type américain. Vraiment américain, marqué tout. Sauf qu'il a un nom japonais et qu'il est d'origine asiatique. Après Pearl Harbor, il était dans le camp de concentration aux États-Unis. Il y avait des camps de concentration aux États-Unis. On a oublié ça. À Toulouse, dans une ancienne briqueterie qui s'appelle l'Émile, à côté le camp d'Émile, on a enfermé des... Voilà. Et il y avait les camps de concentration de réfugiés espagnols dans le sud de la France, du côté de Perpignan, qui étaient des horreurs. Et puis il y a des Arméniens, et puis il y a des Turcs, et des Moldaves, et des Slovènes qui ont été baladés comme ça, des Alsaciens qu'on a dit qu'ils étaient allemands, alors on les envoie sur le front russe, les malgré nous. On n'en parle plus, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein des malgré nous comme ça, des oubliés de l'histoire, des gens qui ont été baladés par... Voilà. La minute de silence, elle serait pour ces gens-là. On les a oubliés, qu'on ne sait même pas qu'ils existent, qu'ils sont morts avec encore l'espoir et la foi chevillée au corps d'un monde meilleur. Et nous nous reverrons un jour à Erevan. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu les roses. Adieu la vie, la poussière et le vent. C'est joli, hein? Joli. Vous
On voit que vous êtes ému d'ailleurs, parce que les yeux commencent à briller. Ouais. On avait déjà pu admirer vos talents de... là, c'est pas vraiment comédien, là, c'est plutôt poète, mais de comédien dans 2 pièces de théâtre qui avaient été faites très spécifiquement par France 2, avec les animateurs de France 2. Il y avait eu 3 jeunes filles nues. Ça, c'est la deuxième. Et la première, c'était le fil à la patte. Le fil à la patte de Feydeau. Voilà, c'est quelque chose qui vous plaît, ça, de sortir de votre rôle de chroniqueur, d'homme de télé, d'homme de médias, de journaliste, ce que vous êtes, pour de temps en temps, hop, aller voir ailleurs si j'y suis. Non, ce qui me plaît, sans flagorner, vraiment, c'est d'être là. De pouvoir dire enfin autre chose. Mais c'est pour ça que je vous invite. Il y a sans doute des tonnes de choses à raconter, à part de lire, de nous faire la notice. Sans flagorner, oui, c'est vachement agréable de dire, mais pourquoi j'aime les objets? Parce que j'aime les gens qui sont derrière. Et parce que je les respecte énormément. J'aime les objets parce que je respecte les techniciens, les ingénieurs, les ouvriers qui les ont fabriqués. Et c'est pour ça aussi que quand ça foire, j'ai honte, parce que je n'ai pas respecté. Non pas l'objet en tant que tel. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Oui, ils ont l'âme qu'on leur donne. Et quand on dit ça, c'est peut-être pas bien, ça sert à rien, c'est marrant, c'est rigolo, ça écaille l'ordinaire, ça a changé un petit peu la face du monde. Je respecte les inventeurs, par exemple. Les inventeurs sont des emmerdeurs, les inventeurs sont des poètes. Ils font pas de poèmes, ils font pas de livres, ils font pas de films, ils font pas d'enfants, ils font une invention. Et ils voudraient que ça change la face du monde, que ça améliore l'ordinaire. Et quelquefois, on se dit, mais bon sang, pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Preuve que c'est une bonne invention. C'est quoi le livre que vous nous avez amené, Jérôme Bonaldi? J'ai essayé de lire la 4e de couverture derrière votre dos tout à l'heure. Quand vous vous fussiez maquillé, j'ai rien compris. Ça s'appelle Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. C'est de Raoul Vaneigem, qui faisait partie de l'International situationniste. C'est un situationniste, en gros un type de putain de super extrême gauche. Mais qui est intéressant parce qu'il y a un discours, d'abord il y a un phrasé extraordinaire. Les situationnistes, comme Guy Debord, avaient un phrasé que moi j'aime bien. Et j'aimerais bien pouvoir parler comme ils écrivent. Et certains y arrivent. Et la deuxième chose, c'est que c'est une critique radicale. Et que de temps en temps, quand on s'endort, de temps en temps, ça fait du bien. Parce que lui, en plus, là-dedans, il est très, très contre la société des marchandises. Et j'en prends plein la gueule à chaque fois et ça me réveille. Ça me réveille. Allez, un petit extrait. Vous avez sélectionné peut-être quelques lignes qu'on sent. Non, mais une phrase que je sers à toutes les sauces, c'est nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Voilà. Mais tu remplaces. Je ne veux pas d'une télé ou d'un travail qui en échange de l'offre de ne pas mourir de faim, me risque de mourir d'ennui. Voilà, je veux pas ça. Vous ennuyez souvent? Il y a des fois où je m'emmerde. Ah oui. Ah bon? Ouais, il y a des émissions de télé qui n'ont aucun intérêt. Aucun. Ah, devant votre télé? Mais je parlais dans la vie en général. Est-ce que vous vous ennuyez souvent dans la vie en général ou... Ouais, quand on n'attend à rien faire, oui. C'est vrai que je suis un peu... J'arrive toujours un truc à faire. Un besoin de combler. Est-ce qu'il y a des fois où je m'ennuie? Oui. Quand je participe à des émissions dans le travail, à des émissions de télé sans intérêt, nul. Ah oui, quand vous travaillez, d'accord. Ouais, quand je fais de la télé, que je dis, regardez, j'appuie dessus, ça fait poète. Merci Jérôme, on l'applaudit bien fort, et maintenant on passe à autre chose. Ça, c'est très, très... Laurent Ruquier se reconnaîtra. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ah. C'est la dame au-dessus qui coupe. Ah oui, je vois. Enfin, elle coupe pas comme Catherine ça. Barma. C'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas vous, je veux dire, c'est moi. Je refuse. Tout va bien. Bon, alors un petit interview objet. Ça vous va? Une interview objet? Oui. Quel est pour vous l'objet du désir? Le sexe opposé. D'accord. L'objet de toute votre attention. Ou les objets de toute votre attention. Le bonheur. N'oublie pas d'être heureuse. N'oublie pas d'être heureux, ou tu as le devoir d'être heureux. C'est ce que vous essayez d'enseigner à vos 4 filles, les 2 grandes, les 2 petites? Ouais. Ma mère disait, tu as le devoir d'être heureux. La mère de ma femme disait à ma femme, n'oublie pas d'être heureuse. C'est joli, ça. D'ailleurs, c'est très marrant, c'est le dernier roman de Christine Orban. N'oublie pas d'être heureuse. Et effectivement, oui, le bonheur ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est-à-dire que le bonheur... On peut pas être heureux tout seul. Donc, très égoïstement, j'ai intérêt à ce que les gens autour de moi soient souriants. Dans le vieux truc, si ton voisin meurt de faim, rote et tu n'entendras rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'y arrive pas, quoi. On n'arrive pas à roter assez fort pour couvrir le bruit de la misère des autres. Et comment vous faites pour créer du bonheur, alors, vous? Je pense Il y a un objet pour ça? Non, je pense qu'il est contagieux. Il faut d'abord donner l'exemple. Sincèrement, je pense qu'il est vraiment contagieux. C'est-à-dire que si t'es cool, ils sont cool. C'est bizarre, hein, les enfants, ils sont très réceptifs comme ça. Ils sont une petite boîte d'instinct pur.
Si j'ai peur qu'ils aient mal au ventre, ils ont mal au ventre. D'accord. C'est bizarre, hein, les bébés, ils sont quand même... Alors qu'on leur a pas parlé, hein. Donc les enfants qui grandissent, c'est-à-dire les bébés qui ont né vers les enfants, puis nous après. Oui, je pense que le bonheur est... Enfin, faut croire qu'il est contagieux, mais je pense qu'il l'est un peu, oui. Je continue mon interview spécial objet, écrite expressément pour vous, pardon. Quel est l'objet du scandale? Il y en a plein. Il y en a plein. L'ignorance, l'intolérance, la connerie humaine, la lâcheté, C'est une manière de lutter contre ça, ce que vous faites, votre travail à la télévision? Vous essayez de lutter justement contre l'ignorance? On ne peut pas tout faire, hein. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas encore maître du monde adjoint. Ah bah, si les hommes politiques pouvaient tout faire, ce serait... Bah, ils peuvent faire des connu. choses, hein, je sais pas. Une façon de parler différente, une façon de voir différente, ou de donner de l'espoir, même s'ils peuvent pas, un peu plus réaliste, un peu plus mendéciste, quoi, un peu plus rocardienne, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire. Voilà, pour les hommes politiques, on parle d'autre chose. L'objet du scandale, ouais, c'est... Merde, on a vachement à manger au nord et ils crèvent de faim au sud. C'est pas normal. On peut pas dire qu'on est des hommes si ça continue comme ça, à devenir nous de plus en plus riches et eux de plus en plus pauvres. C'est pas bien. C'est pas bien. Et vous faites quoi, vous, par rapport à cette Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Rien. Ou enfin des trucs. Je fais des trucs. Je vous parle de tout, on s'en fout de moi. Je peux faire une page de pub? Ouais. Alors, ça s'appelle l'Association nationale des épiceries solidaires. Des quoi? Des épiceries solidaires. Ah, j'avais compris, des dépressifs solidaires. Non, des épiceries solidaires. D'accord. L'idée, elle est très simple. Il y a des tas de gens qui... Parce que, montre-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. Et la consommation est un acte fondateur. En gros, vous avez des enfants, ils font leur anniversaire. S'ils invitent les copains, ils n'ont pas envie d'avoir un sou Coca. Je suis encore une marque. Ils veulent du vrai Coca, parce que la pub leur dit Coca c'est bien, etc. Ils veulent du vrai Banga et pas un truc de distributeur. Or, les parents n'ont pas les moyens de... Donc, l'idée, elle est de faire des épiceries qui s'inscrivent... Il y a 540 épiceries sociales et solidaires comme ça. Des épiceries différentes. En France. Il y en a 540 en France, 540 toutes différentes, parce qu'elles s'appuient sur le tissu social du coin. Et chaque fois, c'est un peu le contraire des Restos du Cœur. C'est un projet. Il y a un accompagnement, soit par des bénévoles, soit par des professionnels, des assistantes sociales et le tissu social du coin. Et donc, l'idée est de proposer aux gens un projet. En gros, tu as besoin de 1000 € pour t'acheter une voiture, pour aller au boulot, ou t'acheter un frigo, ou refaire l'appartement, etc. On va t'accompagner pendant 1 an, 2 ans. C'est à temps limité, c'est pas ad vitam aeternam, et c'est pas n'importe qui rentre dans ces épiceries pour acheter de la nourriture beaucoup moins chère. Ça, c'est et donc économiser sur ces achats pour acheter la voiture, refaire l'appart, etc. Parce que c'est un projet. C'est des gens qui sont momentanément, enfin il faut croire qu'ils le sont momentanément, il faut espérer qu'ils le sont momentanément, en dehors du circuit, et qui vont se remettre sur pied, et qui vont être accompagnés de cette façon-là. Ça, c'est le premier boulot des épiceries sur place. Derrière, c'est aller voir monsieur... On va reprendre, excusez-moi, encore l'exemple de Coca. On est 5 janvier, les fêtes de Noël sont passées, je vois dans vos entrepôts, là, vous avez 450 000 bouteilles avec le Père Noël dessus. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et vous les jetez, c'est pas bien. Vous enlevez les cartons, ça va coûter une fortune. Moi, je vous les rachète pour 1 € symbolique et je vais les vendre. Rassurez-vous, je ne vais pas piquer du boulot à Auchan, Carrefour. Je ne vous pique pas de clients. Je les donne uniquement dans mes épiceries sociales et solidaires avec des gens qui, pour le moment, n'ont pas les moyens d'acheter votre Coca qui coûte 1 €. Moi, je vais le vendre 20 centimes d'euros ou 10 centimes d'euros. Mais bientôt, ils sortiront du circuit d'aide et ils iront retourner comme les consommateurs normaux, rassurez-vous. Donc l'idée, elle est là. Et on a fait comme ça des trucs avec, par exemple, le truc qu'on a monté là. Enfin, on va voir les gens, on leur demande. Il y a Ferrero qui nous a donné du pognon. Ce qu'on fait aussi dans ces épiceries, c'est que on fait, il y a des ateliers à côté, des ateliers de cuisine, par exemple. Vous créez du lien social, c'est pas que aider financièrement. Et du lien familial. Il y a des épiceries, il y a celle de Strasbourg, il y a un atelier de maquillage. Parce que être femme, c'est aussi être belle. Et être belle, c'est être maquillée. Et si tu veux retrouver ton statut, il y a des cours de cuisine où on le fait avec les parents et les enfants. Parce que le goût se perd. Et puis surtout, on le fait avec des produits qui sont pas, tiens, aujourd'hui, Resto du Cœur, t'as ça. On essaie de faire des vraies épiceries où il y a le choix. Et avoir le choix, c'est de dire,
de revenir le soir en disant « Je vous ai préparé, moi, la mère de famille, je vous ai préparé ça que j'ai choisi et que j'ai cuisiné moi-même. » Ça, c'est un geste fort, un geste socialement fort, dont pas mal de gens sont, et de plus en plus de gens malheureusement, sont exclus actuellement. Donc on fait ça avec les épiceries solidaires. Vous êtes le créateur, le parrain ? Le parrain, ouais. Le parrain des épiceries solidaires. Ouais. C'est une jolie page de publicité que vous venez de faire. Merci. Là. Reprenons notre interview spéciale objet. Quel est l'objet de votre mépris ? Je dois dire que les questions ne sont pas préparées par avance. Donc c'est normal que M. Bonaldi prenne quelques secondes de réflexion. Il y a une chose qui me fait très peur et que je méprise beaucoup actuellement, c'est la voiture 607 Velsatis ou Cetis, toute propre, toute neuve, avec un chauffeur à l'intérieur, un chauffeur de maître, et de l'autre côté, c'est un fonctionnaire. Ça me fait peur. Je trouve qu'il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de nomenclatura. Des hauts fonctionnaires. Mais les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est pas tellement les riches là, c'est les nouveaux riches, c'est les nouveaux maîtres. D'accord. C'est parce que ça, le type qui a gagné beaucoup d'argent et qui a une Rolls avec chauffeur, je ne l'en veux absolument pas. Il a gagné beaucoup d'argent. Il était dans le circuit normal de la concurrence. Tandis que le haut fonctionnaire, le sous-chef de bureau de 4e service du contentieux du ministère de Anciens combattants, qui a une voiture avec chauffeur, ça, je trouve ça de plus en plus scandaleux. Scandaleux avant, mais surtout de plus en plus scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, de plus en plus de ces fonctionnaires, de ces apparatchiks, de ces bureaucrates qui sont en dehors de la vraie vie et qui ont leur chauffeur avec des voitures neuves. Une voiture propre aujourd'hui, en fait, c'est formidable. Moi, je suis parisien, dans les voies de bus passent les bus, les taxis et les Velsatis. Si vous voulez ne pas jamais avoir de PV, vous prenez une Velsatis ou une C6, ça coûte encore plus cher, vous la faites bien propre. C'est presque si on ne vous salue pas lorsque vous prenez l'arrêt de bus, lorsque vous vous garez en double fil ou lorsque vous montez sur le trottoir. Parce que qui a aujourd'hui les moyens d'avoir une C6, une Velsatis ou une 607 neuve, avec le gyrophare plutôt devant, tu vois, comme ça, à la con, les vitres fumées? C'est des mecs qui se cachent, c'est des mecs c'est les nouveaux maîtres, et ils ont leurs valets, qui sont des flics en général. Berk. Ça c'est l'objet du mépris. Voilà. Vous avez gardé une belle capacité d'indignation. On va se calmer un petit peu. Quel est l'objet rattaché à votre enfance? Est-ce qu'il y a, voilà, dans vos souvenirs personnels, un objet particulier? Oui, l'Opinel peut-être. Le couteau Opinel. Ah, mais c'est pour les scouts, ça. J'ai été scout longtemps. Oui. J'ai été scout, puis j'ai fait du camping après. Ou la boussole. Alors, pour être très scout, c'est la boussole recta. Oui, tout à fait. Pour rester dans les marques. Vous connaissez la boussole recta? Oui, non, mais un grand passé de scoutisme aussi. Ouais. Et vous l'aviez en métal ou en plastique? En plastique. Ah, moi je l'avais en métal. Oui, moi c'est la génération d'après, hein, Jérôme, je ne vais pas vous dire. Mais... Non, mais je vous dis, Tina, qu'on la retrouve en métal. On la retrouve. Très bien. La boussole recta, c'est formidable. Il ressemble à quoi, le Jérôme Bonaldi petit? Enfant, ado, enfin, quel genre d'enfant vous étiez? Déjà un peu survolté, comme ça, un peu survitaminé? J'ai beaucoup d'excuses pour excuser ce que je suis. J'ai eu une enfance heureuse. Ça la fout mal. Non, normal. Je suis désolée pour vous. Désolée, non, mon papa et ma maman n'ont pas divorcé. Vous avez grandi à Lyon, parce que je sais que vous êtes né à Lyon. Je suis né à Lyon, mais je suis parti vite. Je suis parisien. Plein de garçons et sœurs, de frères et sœurs. On était 6. C'est vachement bien. Vive les familles nombreuses. Qu'est-ce que c'est bien. Et puis, non, une enfance normale, un peu cancre à un moment. J'ai la chance de découvrir un bon prof de maths et un bon prof de physique en seconde. D'où les études qui suivront derrière en maths physique. J'ai la chance ensuite de faire autre chose, c'est du journalisme, et puis voilà. Mais alors c'est un peu rapide ça pour l'enfance, mais par exemple si on s'attarde sur le scoutisme, qu'est-ce que ça vous a apporté? Combien de temps vous êtes resté scout? Qu'est-ce que vous avez appris? Quels souvenirs vous en gardez? Alors je vais vous faire peur. Le scoutisme m'a appris les vraies valeurs. Et là, tous les téléspectateurs se disent « Ouh là là, il va nous parler politique », ça ressemble un peu à un discours... les vraies valeurs, Jérôme Bonaldi? On dirait un discours d'extrême droite, là. Les vraies valeurs, il va nous dire « travail, famille, patrie », non. Les vraies valeurs, c'est des valeurs physiques universelles, c'est le degré Celsius, le kilomètre et l'hectopascal, le degré d'humidité. En gros, en étant scout, on apprend d'abord, je crois, enfin, entre autres, la nature. La nature, ça fait combien un kilomètre? À l'heure où on fait tout en voiture, en TGV ou en voiture motorisée, quand on marche 1 kilomètre, on sait ce que veut dire 1 kilomètre. Et puis mine de rien, quand on en fait 2 ou 3, on se rend compte que fabriquer la route, ça a été un travail d'homme, petit à petit, ou même un chemin. Il faut l'entretenir et on se rend compte que c'est mètre par mètre que d'autres, avant vous,
on fait la route. Et puis on apprend aussi le degré Celsius, c'est-à-dire que on dort pas de la même façon à un camp de Pâques ou à un camp d'été. À Pâques, il fait froid. On apprend le confort aussi, l'eau froide, l'eau chaude. On va créer son propre confort aussi. On se pose des questions métaphysiques dans le style, il faut apprécier l'eau froide pour... faut s'être lavé à l'eau froide quand il pleut, du côté de Solesmes, quelle horreur. Mais pour apprécier le confort de l'eau chaude. Et ils se sont dit, putain, encore une morale dans le genre. Tu vois, il faut avoir connu le dur, couché à la dure pour apprécier la douceur de ton matelas. Il n'est pas bon d'être malheureux, mais il est bon de l'avoir été. Encore la morale judéo-chrétienne. Combien d'années de... Elle est partout, la morale judéo-chrétienne. Il n'est pas bon d'être malheureux, mais il est bon de l'avoir été. C'est quoi cette morale imbécile? Ben oui, mais c'est la morale. Le fait, il est là. C'est que c'est vrai que quand tu grimpes et que tu as un faux col et que tu es déçu et qu'il faut encore continuer, c'est la vie. Hein. C'est un peu la vie que t'apprends. Ouais, chef de scout aussi, d'accord. J'étais chef de patrouille et après j'ai fait le clan, j'ai fait la route. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est bien. Que vous avez fait une longue route de scoutisme. Ouais. C'est souvent, comme le scoutisme, pas tout le temps évidemment, mais souvent relié à une religion. Oui. Vous avez baigné dans la religion catholique? Oui, moi j'étais à la première Paris en plus, la première troupe de Paris, fondée par le chanoine Cornette, Dieu ait son âme. Il y avait les prêtres à ce moment-là. Mais c'est très intéressant. Aucune troupe ne ressemble à une autre, hein, entre les éclaireurs ou les unionistes ou même les... Moi j'ai vécu la scission. Une troupe ressemble à son chef en général. Tout à fait. Très souvent. Oui. Et vous avez vécu la scission des... Oui, on a vécu à ce moment-là, oui. On était scouts unitaires, on appelait ça. Parce qu'il y avait les sessionnistes, il y avait les pionniers qui étaient un peu bizarres. Puis après, il y a eu les scouts d'Europe, qui étaient les scouts d'extrême droite. Enfin, j'ai vécu tout ça. Moi, j'étais... Ne dites pas que les scouts d'Europe sont les scouts d'extrême droite, c'est absolument faux. Alors, c'est très marrant parce que, tiens, un exemple de truc, on peut passer à côté. Enfin, ils sont pas de gauche en tout cas. Alors, moi j'étais au lycée Janson de Sailly, donc la paroisse Saint-Honoré-des-Laux, et donc assez marquée, connotée, en quelque sorte. Et il y avait des scouts. C'est pas la paroisse pauvre. Et le lycée pauvre. Et c'est pas le genre à voter Besancenot. C'est même le genre à voter le contraire. Et donc, par exemple, j'ai appris aux scouts des chants d'extrême droite. Je suis pas d'extrême droite. J'ai appris les chants d'extrême gauche. Je suis pas d'extrême gauche. Je suis royaliste. Je suis pas royaliste. Mais c'est marrant. On apprend des tas de trucs. Et ça veut dire qu'en fait, on peut côtoyer, apprendre, picorer, regarder, et puis après se défaire. C'est quoi un chant d'extrême droite scout? J'ai du mal à... C'est nous nous battons pour notre idéal, faille là, pour un ordre nouveau et impérial, faille là, et nous portons au cœur une invincible ardeur au son des tambours et des lance-quenets. Voilà. Je connaissais pas ça. D'accord. Voilà. Ça s'appelait Ordre Nouveau à l'époque. D'accord. Ordre nouveau et impérial. On picore, on prend des trucs, on apprend, et quelquefois on rejette, et quelquefois on se positionne en contre aussi. Ça, c'est pas mal. En gros, t'as une opinion politique, peu importe laquelle. L'important, c'est qu'après, tu puisses dire, j'avais tort, j'avais raison, je l'ai renié, je me bâtis en contre, etc. Et c'est vrai que un pilier, un repère, ça sert à voir le truc, mais ça sert aussi à se repousser pour faire autre chose. Exemple, la religion catholique. Moi, donc, mes parents étaient catholiques, je suis catholique, j'étais au catéchisme, bien comme il faut. Au moins, ça donne des bases sur lesquelles tu peux te bagarrer. Tu vois, et c'est vrai que je ne mets pas mes filles au caté, et je me dis que peut-être c'est une façon de malheureusement, non pas les polluer, comme pourraient dire ceux qui sont anti-cathos, on va les polluer avec Dieu, Jésus, etc., tout ça, le péché, c'est pas bien et tout, ce que les gens anti-cathos voient dans la religion catholique, dans le catéchisme, mais au contraire, ça leur donne des armes pour dire, bon, ça existe, maintenant je me fais moi-même mon opinion. Voilà. Quitte à ce que ça fasse un sacrétisme que vous condamnez, certes. Mais en tout cas, au moins, t'as les bases. J'ai rien dit, moi. Voilà. Alors aujourd'hui, vous en êtes où dans votre relation avec Dieu? Alors, chaque fois que je mets 1 euro dans la machine à café et que moi, j'ai pas de café, je suis censé de lui dire « Putain, tu me fais chier ». Non, mais ça, c'est de l'anecdote. Mais ça lui faire trop d'honneur, parce qu'il y est pour rien. Ça, c'est de l'anecdote, ça. Je vous pose une question sérieuse, répondez-moi sérieusement, Jérôme Bonaldi. Dieu, il occupe quelle place dans votre vie? Aucune. Il occupe aucune. Pas. Non, je suis à une pleine période nihiliste, et beaucoup plus difficile. Je suis très méchant, j'ai pas besoin de cette béquille. Voilà, je n'ai pas besoin de cette béquille. Ça a longtemps été une béquille formidable, mais non, le monde n'a pas de but.
C'est ça, il n'y a pas de causalité. Ah oui, c'est terrible. Faut aller plus loin encore dans l'indéterminisme. Mais vous êtes en recherche, vous cherchez, c'est des questions qui vous travaillent ou pour l'instant vous laissez un peu ça de côté, vous avez décidé qu'il n'y avait rien et vous menez votre vie? Non, parce que ces questions-là, tu les as à tout bout de champ. C'est-à-dire quand tu rates le bus, quand tu es heureux avec tes enfants, quand tu as un sourire, quand tu entends une chanson, quand ça te rappelle des trucs, puis toute ma culture en plus était là-dedans. Qui suis-je ou vais-je? On se le pose obligatoirement et on se le pose où gerge, etc. On se le pose tout le temps. Et donc chaque fois, le plus difficile, c'est de te dire effectivement, le monde est absurde, mais on va essayer de tant bien que mal de le rendre heureux. Et surtout, il n'y a pas de causalité. Donc vous avez perdu la foi ou vous n'avez jamais eu? C'est ça que j'ai pas compris. Vous savez pas, d'accord. On s'en fout un peu là. Je crois que là, on n'intéresse pas tellement le téléspectateur. Je crois pas. On s'en fout un peu. Est-ce que j'ai eu la foi? Est-ce que j'ai eu la foi? Oui. Alors attendez. Oui. Non, je l'ai jamais eu. J'aurais bien aimé la voir. Parce que d'après les livres et puis d'après les collègues, ah mon Dieu, ça illumine leur vie. Moi, ça n'a jamais illuminé ma vie, Dieu. Et puis voilà, et surtout, je me battais aussi contre un obscurantisme moyenâgeux. Le problème, tu vois, c'est que il y avait autour de moi trop de gens qui disaient Dieu l'a voulu. Alors, tu vois, c'est mon neveu encore. La semaine dernière, il fait pas beau, Dieu l'a voulu. Non, non, ça s'appelle un cumulus, et tu vois, l'anticyclone des Açores, etc. Et donc, comme malheureusement, tu sais, il y a beaucoup de... Chaque fois, l'Église catholique a fait des erreurs un petit peu avant, il y a dans l'histoire. Et donc, comme il en reste encore pas mal dans les reliquats, dans les machins, tu es obligé de te battre encore contre les gens qui disent c'est la faute à Dieu, c'est parce que ça, c'est Dieu l'a voulu. Non, Dieu l'a pas voulu, Dieu veut rien du tout. C'est pas de l'ordre de la foi, ça. Ouais, du coup, tu te positionnes en contre tout le temps. Religion, voilà. D'accord. Voilà, tu te positionnes sans arrêt là-dessus, tu vois. C'est marrant. Je parlais encore avec un assureur. Les assureurs sont protestants majoritairement, les grandes compagnies d'assurance. Parce qu'on n'avait pas le droit d'être assureur et catho, on était excommuniés. Parce que être assureur, c'est parier contre le destin. Alors le destin n'appartient qu'à Dieu. Donc les assureurs, pouf. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup... ça, je crois pas qu'ils soient protestants. Mais à l'époque... Oui, d'accord, alors... Maintenant, ça y est, on peut être assureur et pratiquant, tout va bien. Donc, tout va bien. Vous parliez avec un assureur pratiquant. Alors, pour revenir à Dieu, j'ai pas besoin de la béquille, tout va bien, et au contraire, je pense que, pour le moment, en tout cas, je me fais vers un chemin plus difficile, qui est plutôt un chemin nihiliste, c'est pas un syncrétisme à la con, avec, je me fais ma petite religion à moi, tranquille, peinard. Non, le but, c'est quand même, il n'y a pas d'espoir, il y a une désespérance totale, et faisons avec ce bric-à-brac imbécile, ou qui ne rime à rien, et qui n'aboutira à rien, essayons tant bien que mal d'être heureux, et on est heureux que lorsque les autres le sont, donc aussi d'autres bonheur ensemble, etc. Et on raccroche les wagons comme ça. C'est une vision très très matérialiste des choses, qui est plus difficile à vivre quand il t'arrive un coup dur, certes, parce que d'un seul coup tu te dis mais mon Dieu pourquoi? Vous avez eu des gros coups durs dans votre vie? T'as vu? Ça a bien repris. Mon Dieu pourquoi? C'est idiot. Mon Dieu pourquoi? Pourquoi? Vous avez eu des gros coups durs dans votre vie? Oh, on en a tous, oui. Oui, on va pas en parler maintenant, oui. Oui, et là tu te dis... Rien, je me dis, il en parle ou il en parle pas, c'est tout. Si vous n'en parlez pas, moi je respecte, pas de souci. Là je me dis rien. D'accord. Je me dis rien. Voilà. Il est grand temps de trouver le vaccin contre la maladie, la pauvreté et le cancer. Bien, ça fait beaucoup. On se dit ça. Juste pour finir sur le scoutisme, parce qu'il y a une question quand même essentielle que je ne vous ai pas posée. C'est vachement bien les scouts, hein. C'est bien le scoutisme. Non, ça vous avez été totémisé ou pas? Non, on était dans une troupe où il n'y avait pas ces trucs. Il n'y avait pas, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient un peu dans le genre militaire de Saint-Cyr, on n'avait pas de totem. Et vous auriez été totémisé quoi, à votre avis? Enfin, je crois que je serais parti si ça avait été le cas. Non, c'était juste pour savoir s'il y avait un animal, c'est souvent parlant quand même. Non. Auquel on pouvait vous raccrocher. Non, je crois pas. Non. Donc je ne me suis pas posé la question. Non, c'était bien, il y avait un vrai respect. Mais tu sais, le système de la patrouille, Baden-Powell, je te jure qu'on n'a pas inventé rien de mieux que ça. T'arrives, t'es novice, puis après tu montes un peu en grade dans cette hiérarchie de fait qu'est la patrouille, seconde patrouille et chef de patrouille. Quand t'es chef de patrouille, que t'as 14 ans et que t'emmènes pour la journée, même pour la journée, le matin, dimanche matin, on prend le train, quel train, à quelle heure, où est-ce qu'on va et que tu les ramènes le soir, ils sont tous là, ouais, j'ai les billets, ouais. C'est une sacrée responsabilité. L'éducation du jeune par le jeune. Ouais. Et puis après le camp, on apprend à se débrouiller tout seul. Vos filles font du scoutisme ou on fait du scoutisme? Les deux aînées ont fait du scoutisme. Elles ont été éclaireurs. Elles ont été éclées. D'accord. Elles en gardent un très bon souvenir et elles savent faire un feu de bois. Toujours très utile en et elles savent se servir d'une boussole. Recta.
Alors, on va partir dans des petites questions qui partent un peu dans tous les sens, si vous voulez bien. Excusez-moi, j'ai un petit problème de gorge. On a parlé d'histoire un petit peu tout à l'heure. Quel est votre personnage historique favori? Est-ce qu'il y en a un que vous auriez aimé rencontrer, par exemple? Oh zut, je suis pas très intelligent, il y en a sûrement un, je l'ai oublié. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé rencontrer? Qu'est-ce que vous savez, si la question vous plaît pas, je peux la retirer, elle n'est pas quand même... Et le problème, c'est que vous ne faites pas de montage. Alors, attendez, dans cette émission. Non, on ne fait pas de montage. Alors, justement... réfléchir. Non, mais c'est la vie, justement. On n'a pas le droit à 5 minutes. Non, non, c'est la vie. On a le droit aussi de prendre du temps pour répondre. Je vais la remplacer. Quelle est la personnalité politique que vous admirez aujourd'hui? Hirsch. Martin. Ouais. Parce que, comme dans Hugo, les mains sales, Jean-Paul Sartre, les mains sales, Jean-Paul Sartre, il a les mains sales. Hirsch, il a les mains sales. Et c'est vachement bien. Ça veut dire quoi? Il s'est jeté à l'eau. Ah oui. J'en ai ras le bol. Il a mis les mains dans le cambouis? Dans le cambouis, c'est ça que vous voulez dire? Il s'est sali les mains. Il a mis dans le cambouis, il a la tête dans les étoiles, mais les pieds dans la gadouille. Et qu'importe les moyens, avec qui, comment, pourquoi, ça avance. Il fait avancer le schmilblick. Ouais, Hirsch. C'est quelqu'un que vous connaissez? Je l'avais connu avec Andès, avec les épiceries solidaires. J'avais vu du temps d'Emmaüs et tout, là. Ouais, ouais. Du temps où il dirigeait Emmaüs, ouais. Ouais. C'est un mec bien. C'est un mec bien, main connaître, tu vois, de genre on n'en fait plus. Quelle décision vous a beaucoup coûté dans votre vie? Le divorce. Je l'ai divorcé une fois. C'est un échec. Je le dis, ça fait 40 ans, 20 ans. Le divorce est un échec. C'est un échec. Qui vous travaille aujourd'hui encore? C'est un échec qui ne s'efface pas. Ça ne me travaille pas, mais ça reste un échec. Ça restera toujours un échec. Divorcer, c'est pas bien. Voilà. Tu vois, tu as fait des conneries, bon, c'est pas grave, c'est passé maintenant. Ouais, c'est passé, c'est oublié. Bon, ça bouge pas, parce qu'il y a les enfants, hein, donc tu vois, les enfants, ils ont de papa, de maman, enfin tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça, c'est un vrai truc. Une connerie, une lâcheté, une imbécilité, un manque de maturité, tout ça à la fois, c'est pas bien. En plus, les filles, elles avaient 5 ans et 7 ans, tu vois le genre. Le drame, une horreur, quoi. J'étais con, j'étais lâche, j'étais moche. C'est ma faute en plus. Quelle est l'odeur de l'enfance? De votre enfance? Les odeurs, c'est ce qui reste le plus. Hein. Même quand on est très Alzheimer comme moi, c'est ce qui reste le plus. Il y en a plein, évidemment. Je collectionne les odeurs. J'adore les odeurs. J'adore les odeurs. C'est l'odeur du livre un peu moisi. C'est l'odeur de l'armoire de la grand-mère. Tu rentres dedans, elle avait une odeur. C'est l'odeur de l'automne. Les feuilles d'automne, quand il pleut dans la... Voilà. C'est l'odeur du feu de bois. C'est l'odeur du scout mouillé. Ah, on ne parle jamais assez de l'odeur du scout mouillé. Du scout mouillé. Ouais. Mais c'est aussi à cœur joie qui était le parfum de ma maman, qui était un parfum très qui n'existe plus, qui était très floral. C'est l'odeur que j'aimais bien bizarrement de la sueur de mon père. Les trucs comme ça. Il y en a plein d'odeurs. Ah, c'est un joli catalogue d'odeurs que vous avez en mémoire. Quand même. Les églises avaient les odeurs aussi. Chaque église a son odeur. De cierge, d'encens. Alors, les grandes églises, l'odeur de l'encens qui reste un peu malgré tout. Il y a l'odeur des couvents. Ah ouais, l'odeur des couvents, c'est extraordinaire. C'est comment l'odeur des couvents? C'est une odeur de sainteté alors? C'est une sorte d'eau de javel froide. Mais oui, je vous jure, parce qu'on lave tout à l'eau de javel, mais il fait froid. Et Mais non, mais tous ceux qui ont vécu ça. L'odeur de Soligny-la-Trappe. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé dans un couvent, vous. Eh bien, vous devriez aller à Soligny-la-Trappe. Vous n'avez pas le droit, vous êtes une fille. Allez dans un couvent. Vous verrez. Nous, les trappistes, ils ont une odeur. Il y a une odeur de trappiste. Je vous jure, c'est vrai. Mais elle est belle, elle est intéressante. Voilà un homme qui m'a dit juste avant qu'on débute l'émission, je finirai ma vie dans une trappe quand même. Je sais pas si c'était du lard ou du cochon. Non. Non, mais matine, laude, vêpres, pour le grégorien, pour le chant grégorien. Oui, pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui est nihiliste, je trouve que vouloir terminer sa vie dans un couvent, c'est... Et on a le droit d'acheter les chants de l'abbaye de Solesmes sans être croyant. Mais totalement, d'accord. Mon fils. On a le droit d'écouter Farid El Atrache sans être musulman. Mais combien? Mais oui. Eh bien, Farid El Atrache, c'est vachement beau. Et Kalsoum. Et Férouz, qu'est-ce qu'elle chante bien. Férouz et Solesmes. Quel est le lieu qui vous ressemble? La Corse, je crois. Bonne Alice est corse, je suis d'origine corse, la Corse me ressemble bien, oui. J'aime bien la Corse, j'adore la Corse. C'est un très beau pays, c'est magnifique. Le lieu, on a dit. Vous y habitez encore? Enfin, vous avez une maison? Non, j'ai la famille là-bas. La famille. Ouais.
le lieu. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Dont je ne saurais me passer. Ah oui. Un luxe qui me manque, c'est le temps. Le temps. Ouais. Tu sais, moi je dis à mes filles souvent, prenez le temps de vous ennuyer. Quelquefois, papa, alors que vous-même, vous ne savez pas le faire, ça c'est rigolo. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Combler votre vie de plein de choses. Ouais. J'ai pas le temps de m'ennuyer. T'as toujours un truc à faire, on est toujours productiviste et tout. Non, quand je dis, papa, je sais pas quoi faire, et je leur dis, ennuie-toi. Va, cherche, tu vas... Voilà, et puis elles trouvent, après elles trouvent un truc, elles inventent quelque chose. Le temps, avoir le temps de s'ennuyer, avoir le temps de regarder... Tu sais, je regarde les nuages, les merveilleux nuages. Que fais-tu étranger? Je regarde les nuages. Avoir le temps de faire des ronds... ça c'est Baudelaire, et les ronds dans l'eau, je sais plus qui c'est. L'objet qui sert à fabriquer du rien est tombé, voilà. Faire des ronds dans l'eau, tu vois, regarder le temps qui passe et tout. Ça c'est Michel Legrand, les ronds dans l'eau. Oui. De référence. Mais repris par Françoise Hardy, et pas mal également par très belle chanson de Henri Salvador aussi, et les plages du Finistère. Est-ce que vous avez un rêve inachevé, Jérôme Bonaldi? Je voudrais être maître du monde adjoint. Oui. Ça serait bien. Ça, c'est mon but dans la vie. Bien sûr. Maître du monde, c'est voyant. Quand je serai grand, je serai maître du monde adjoint. Okay. Parce que maître du monde, c'est sympa, mais bon, t'es en vue tout le temps, il y a l'étiquette. Alors qu'adjoint, on est un peu plus... Adjoint, t'es un peu en retrait et tu peux quand même faire des trucs, tu vois. Alors je ferai nationalisation des pompes funèbres et des auto-écoles. Je me travaillerai beaucoup sur les normes. Les normes, tu vois. Par exemple, tout ce qui est connectique. À partir de dorénavant... parce que je suis maître du monde, hein. Les prises électriques seront le même dans le monde entier. Ah oui. Tout le monde sera en 220 volts et en 50 Hertz. Alors on est sur des problèmes graves, là je vois. On va pas dérouler tout votre programme électoral, parce qu'il nous reste 40 secondes. C'est un peu court. Le temps passe vite politique avec que vous êtes gentil. On comprendra ça. Dernière question quand même, le plus sincèrement du monde. Prenez le temps de réfléchir, pas trop quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Un vrai beau souhait. Un vrai beau souhait pour moi? Bah oui. Pour vous. Qu'il y en ait plein d'autres comme moi. Oh putain, t'as vu ça, la tête énorme que j'ai? Non, c'est sans blaguer, oui, qu'il y ait plein de petits Bonaldi qui, dans plein de domaines, donnent envie d'avoir envie, donnent envie de découvrir, donnent envie d'aller plus loin, donnent le plaisir des synapses, te donnent le plaisir d'apprendre, de comprendre. Des petits comme moi qui feraient de la télé ou qui seraient profs, ou qui seraient conducteurs d'autobus, et qui diraient, regarde, je vais te montrer un truc, c'est génial, tu vas voir. Voilà, et qui retrouve le vrai plaisir, un des plaisirs formidables, et qui en plus n'est pas, qui n'est pas mauvais pour la santé, c'est on a des neurones là et là, une idée. Entre les deux, pour relier ces neurones, créer des idées, enfin faire des idées, mettre ensemble, ça s'appelle les synapses. Et chaque fois que mon synapse travaille, ça fait de l'endomorphine, qui est une drogue légale qui me donne du plaisir. C'est une morphine que je fabrique moi-même directement du producteur au consommateur. S'il y avait plein de gens qui... Tiens, c'est marrant, ah c'est beau, la vie est belle. S'il y avait plein de gens qui disaient plus souvent, il y a de l'espoir, je crois, voilà. Merci beaucoup. Il y a de l'espoir.